Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans une nouvelle émission de On parle de ping. Alors, comme vous le savez, c'est une émission très spéciale puisque je ne reçois pas un, pas deux, mais trois invités, et qui plus est, trois invités d'exception, et qui plus est, du même club, le CP Lys Lannoy. Donc, vous l'avez dû entendre tout à l'heure, je suis en compagnie de Christian Brifeuille, d'Agnès Lelanic et d'un petit joueur de ping très peu connu dans notre milieu, un certain Jacques Secrétin. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour Dragan. Bonsoir. Bonsoir. Bon, comment ça se passe dans le Nord là? Quel temps il fait? Du soleil toute la journée. Frais le matin, froid le soir. D'accord. Alors, on va attendre encore quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte. Ce que je voulais savoir déjà en premier lieu, c'est ça fait quoi d'avoir un club où il y a déjà des légendes, puisque je parle de légendes parce que c'est le cas, vous êtes trois personnalités à avoir marqué le tennis de table. Comment se passe la cohabitation? Allez Agnès, elle parle en premier. Agnès, allez. Voilà. C'est la dernière, hein. C'est la plus nouvelle. En fait, c'est tout naturel. Après, t'apprends de l'expérience des uns, des autres. Les compétences aussi sont différentes. Donc, t'essayes de toujours apprendre pour essayer de pas faire les erreurs. Après, franchement, ça se passe super bien. Même si j'ai pas souvent l'occasion de jouer contre Jacques, on se croise souvent et il m'apprend beaucoup. Alors, Christian, évidemment, c'est l'histoire. Et voilà, il y a d'autres compétences. En fait, on essaye de compléter en tant que joueuse et après les compétences en tant que dirigeant de club. Et j'ai toujours appris à leur côté. Et pour moi, c'est très, très, très riche. Bon. Et tout cela, on essaye de le faire dans une convivialité. C'est sûr, comme tu dis, on est un grand club, mais on est un grand club parce que bon, on joue en proie, mais le fond du club, c'est quand même une amitié, des amis, des gens qui jouent au tennis de table, qui se prennent pas la tête. On fait tout pour gagner, avoir le meilleur. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais sans vraiment se prendre la tête et pouvoir porter les couleurs du CP Lys le plus haut possible et le mieux possible. Après, on gagne, on perd, mais le tout, c'est l'amitié qui relie tous les joueurs du club, puisqu'on est environ 300 licenciés, hein, donc depuis 6 ans jusqu'à 97 ans, hein, puisqu'on a un vétéran qui a 97 ans, donc tout ça, ça se passe dans une bonne osmose et une bonne amitié. Voilà. Je crois que le point commun entre les trois personnages qui sont là, c'est la passion. Oui. Et je crois que quand on est passionné, on a beaucoup de choses à dire, parce qu'on a du vécu, et on a aussi beaucoup de choses à apprendre envers les uns et les autres. Et retransmettre cette passion et les valeurs à plus de gamins possible, c'est notre objectif. Même quand on a ton expérience, on apprend encore? Oui, on apprend toujours, oui, bien sûr. Au contact des autres, on apprend énormément. Et pas toujours à travers les portables, bien sûr, ou les jeux vidéo, mais je sais que au contact direct avec les gens, on apprend sur leur vie, sur la façon d'être, sur la façon de se comporter. Et on a une vitrine, on a une très belle vitrine depuis pas mal d'années. Hein, donc il y a les résultats qui suivent également, mais je crois qu'il y a un investissement, que ce soit du président, que chacun des personnages qui sont ici, il y a un investissement. Hein, alors il y en a qui en font plus que d'autres, mais je crois que je dis la passion réunit vraiment tout le monde. Et justement, par rapport au club qui a une actualité chargée en ce moment, le club vient de se qualifier pour la finale de TTU Cup dans une demi-finale 100% française, donc contre Saint-Quentin. Agnès, est-ce que tu t'attendais cette année à ce que le club se qualifie pour une nouvelle finale? C'était pas prévu à la base, je pense que c'était pas prévu. L'équipe n'était pas construite pour faire une finale cette année. C'est vrai que sans Bernie, sans Bernadette Sox, c'était compliqué. On partait quand même avec un élément moteur et qui nous a amené quand même aussi le titre de championne d'Europe il y a 2 ans. Donc on essayait d'aller il y a 3 ans. Alors, on essayait d'aller le plus loin possible. Alors après, c'est vrai que tout est possible dans le sport justement, c'est de créer des surprises, c'est de démontrer que voilà, même si sur le papier on n'est pas favorite, et on peut quand même être là. Et c'est je pense que, on va en reparler, mais
L'intérêt, c'est justement de connaître une équipe depuis un bon moment, de jouer ensemble, de se connaître, avoir des qualités, des défauts, et donc d'être là au moment où, quand l'une elle est un peu moins là, de pouvoir compenser cette lacune, de bien se connaître pour être soit là au même moment, pour être justement arrivé jusqu'en finale, soit si l'une est moins là, de pouvoir compenser cette lacune. Donc c'est vrai que le fait, c'est tout un travail, hein, on va peut-être en reparler après, mais c'est tout un travail de plusieurs années où on se connaît très très bien, Siao, Momi et moi, et maintenant Sania aussi. C'est vrai que le fait, c'est tout un travail, hein, ça permet quand même, ça a permis d'arriver à cette finale, et j'espère qu'on va pas s'arrêter là, vraiment. Christian, qu'est-ce que ça représente pour le club, une finale de Coupe d'Europe? Est-ce qu'il y a des conséquences financières ou est-ce que ça aide d'autant plus pour les partenariats? J'espère que cette deuxième finale, sur 3 ans de temps, va nous apporter un retour, je veux dire, financier, parce que la première finale qu'on a gagnée il y a 3 ans, je pense que, comme j'ai déjà dit, comme j'avais dit dans un France Tennis de Table encore, ou maintenant ça s'appelle Ping Magazine, que Ping Pong Mag, je crois. Ping Pong voilà, Mag. on a une coupe, une médaille et les yeux pour pleurer, parce que financièrement, ça ramène rien. Le tennis de table ne ramène rien. La première année qu'on était champion de France, nous en 2011, c'est l'année où le LOSC en football a été champion de France et a gagné la Coupe de France. J'ai eu 1 000 € de plus pour le club, alors qu'on était qualifié Champions League et premier championnat de France. Le LOSC a gagné, je pense, pour le titre, il a dû avoir 15 millions d'euros et qualifié pour la Champions League 25 millions d'euros. On a eu le droit à une fête avec des minibus, tout ça, à Lille, grandiose, avec 10 jockeys et tout. Nous, on est rentré tranquillement en revenant de Metz avec notre médaille et voilà. Donc, sans aucune, même sans aucune, je veux dire, retombée fédérale, parce que on nous donne une coupe comme ça, il n'y a pas de mise à l'honneur des clubs, que ce soit garçons ou filles, une mise à l'honneur des résultats. Voilà, donc ça on en reparlera peut-être aussi après. La finale va se jouer contre les Espagnols de Cartagena. Voilà, donc c'est un tirage compliqué. Ça s'est décidé cet après-midi. On joue le 3 mai, vendredi 3 mai à Nice, le match aller, puisque Carthagène descend de la Champions League. Donc ils ont quelques points de plus que nous sur le total des joueuses. Donc match aller à Nice et le match retour le samedi 11 mai à Carthagène. Donc une équipe qu'on connaît, puisque dedans il y a une joueuse qui joue à Metz l'année dernière, là, qui est Zouline, je pense, qui a émigré donc à Carthagène. Puis il y avait Maria aussi, je crois, non? C'est Yao Maria. Maria l'a joué chez nous puisqu'elle nous a dépanné pendant la période de grossesse de Xiao. Hein. On a même fait disons des pieds et des mains pour la garder, mais bon, on a eu des propositions beaucoup plus intéressantes en Espagne. Hein, salaire, appartement, loyer, tout payé, tout pris en charge. Donc, et puis elle sera rapprochée de sa famille. Donc, ce sont 2 filles qu'on connaît. La troisième, c'est Ederjli, je pense. Donc, c'était une Serbe qu'on connaît aussi, puisqu'ils étaient 2 sœurs. Ils ont joué dans les championnats pro. Donc, maintenant, tout est ouvert pour moi, comme a dit Agnès tout à l'heure. Bon, c'est-à-dire qu'on avait fait une équipe cette année qui n'est pas une équipe bis, mais bon, c'est une équipe sur laquelle on s'était dit, la Coupe d'Europe, c'était un choix de faire le TTU. On s'est dit, au moins le quart, après, ce sera du plus. Ouais. Et on a eu la chance de faire le gros plus, c'est en quart de finale, puisqu'on a quand même battu Saint-Quentin, à qui on mis 3-0 à l'aller, alors qu'ils étaient venus, ils descendaient à Champions League, et leur objectif de Saint-Quentin, quand même, cette année, c'était de gagner cette coupe TTU, bien sûr, qu'on avait remportée en 2016 et que Metz avait gagné l'année dernière. Donc, mais ils ont été cueillis à froid chez nous, on leur a mis 3-0, ce qui nous a permis de nous qualifier. Après, Grand Quevilly et Carthagène, pour moi, sont des équipes qui sont tout à fait à notre portée, surtout qu'on retrouve actuellement une Xiao Xing-Yang de très haut niveau. Elle retrouve son niveau d'avant sa grossesse, puisqu'hier elle était au Qatar, elle a quand même encore battu la 24 mondiale. Elle est revenue, je pense, à la 45 et 50e mondiale. Donc on part pas vaincu. Bon, on part de 50-50 au départ, mais
je pense qu'on va tout faire pour pouvoir revenir de Carthagène avec une deuxième fois la coupe. Jacques, est-ce que tu leur donnes un coup de main dans ces moments un peu cruciaux quand, ben voilà, sur des matchs en particulier, est-ce que tu interviens? Je crois que je suis beaucoup intervenu sur Xiao au début quand elle était là. Elle notait tout ce que je disais sur un carnet. Et j'avoue que elle ne comprenait pas que le ping-pong se jouait de plusieurs façons. Elle ne jouait que d'une seule façon. Donc il y avait une grande partie psychologique à expliquer la tactique et la façon de son comportement devant la table. Hein, elle était un peu butée au départ. Or après, une fois qu'elle a compris que le ping-pong, c'est s'adapter à l'adversaire, donc il faut savoir avoir plusieurs palettes à sa disposition. Une fois qu'elle a compris, son niveau a augmenté très très vite. Et donc c'est une leader, hein, c'est clair. Et je crois que le club, s'il a glané des victoires, c'est en partie grâce à elle. Ouais, c'est grâce à elle. D'accord. Christian, donc la finale c'est le 3 mai, hein. Le match aller c'est le 3 mai et le match retour le 11 mai à Carthagène, un samedi. Ça sera diffusé sur le site de l'ETTU, je pense. Effectivement, mais le dernier match que Carthagène a joué en demi-finale ce dimanche, ça n'a pas été, il n'y avait pas de lave-escorine, alors que c'est une obligation par rapport aux critères de l'ETTU. Donc on espère qu'ils vont faire passer, mais souvent Carthagène ne fait pas passer. Alors est-ce que Carthagène est mal placé pour le passage d'internet? J'en sais pas, hein, parce que Carthagène c'est un peu en montagne, hein, c'est un peu. Donc est-ce que ça, on n'en sait pas. Mais c'est vrai que le dernier match, on l'a suivi. De temps en temps, on avait un résultat. De temps en temps, on avait un autre. On l'avait plus par les joueuses que par le direct live. Voilà. Christian, par rapport à ta position de président en puissance du CP10, comment t'es arrivé? Raconte-nous un peu ton parcours justement qui t'a mené à la présidence. Parce que finalement, on te voit souvent sur les compétitions, et finalement, on en sait peu sur le quotidien du président. Le quotidien du président, bon, il a la chance d'être retraité. Donc je pense que pour diriger un club comme le CPLIS ou même d'autres clubs, je pense que quand on a la chance d'avoir des retraités, il faut en profiter. Des passionnés, bon, comme Jacques, hein, moi je vais avoir 71 ans cette année, Jacques en a eu 70, on est de la même génération, passionné 60 ans de ping, et formé à l'école de Monsieur Jean Devis. Enfin, je dis monsieur, comme on dit monsieur Jacques, moi je dis Monsieur Jean. Monsieur Jean Devis, c'est le monsieur qui m'a mis le pied à l'étrier du tennis de table quand j'avais 10 ans, et je l'ai pas quitté, et bon, je vais pas dire que j'essaye de le copier, mais je pense que en regardant derrière, il me semble que je suis le même parcours que lui, c'est-à-dire que bénévole, entraîneur, joueur, dans les papiers et tout ça, et maintenant impliqué donc comme président de club, impliqué au comité, impliqué à la ligue, et bon, le parcours n'est pas fini puisque lui il est monté à la Fédé et après il est monté à l'Europe. Bon, et Monsieur maintenant va avoir 80 ans bientôt. Donc, où il en est le club maintenant justement en termes de licence? Licence, là, on tourne actuellement environ à 250 licenciés. Hein. On fait partie des clubs, on est dans le trio de tête des clubs des Hauts-de-France. On a 25 équipes qui jouent à chaque journée de championnat, que ce soit les jeunes, adultes, féminins, donc voilà. Les gamins des écoles aussi. Et le club est présent dans les écoles. Les écoles qui passent toutes les semaines avec l'éducateur qu'on a, Egrid Goult, hein, qui est entraîneur au club depuis plus de 30 ans, parce qu'il est là depuis 1988. Et on reçoit environ 350 gamins des écoles primaires de Lys toutes les semaines, par période, par cycle, CE1 jusqu'au CM2. Donc ce qui nous permet de recruter, de voir ceux qui sont plutôt ils sont meilleurs au tennis de table qu'au football, où on y va parce que son copain y va. Donc on dit tiens, je viens, et hop, et donc ce qui nous permet tous les ans d'avoir des jeunes, et on est à peu près on est une centaine de jeunes de 6 ans à junior, donc 15-16 ans. Hein, au niveau, comment ça se passe? Tu en parlais tout à l'heure d'un point de vue financier, le tennis de table, c'est pas le football.
Comment aujourd'hui, où les prix augmentent tous les ans, comment tu arrives à jongler et à maintenir le club à ce niveau? Financièrement parlant, comment ça se passe? Alors, je vais revenir sur. Moi, je suis là depuis, donc j'attaque mon 3e mandat, parce qu'on travaille en mandat olympique. Hein. J'ai commencé en 2008, 2012, 2016 et 2016, 2020. Quand j'ai repris le club en 2008, 2009, le club existait, parce que ça fait 20 ans qu'on est au plus haut niveau, mais on vivotait, je pense. Le CPLIS vivotait 3e, 4e, 5e. Même l'année où j'ai repris, on a failli descendre de Pro A, et on a eu la chance de ne pas descendre parce qu'il y a un club, je pense que c'était Tours, qui pouvait pas monter. Donc on a été repêché. Et moi j'ai dit, c'est peut-être la chance de notre vie. Bon, de ce fait-là, moi j'ai eu un coup de chance également personnellement, qui m'a permis d'avoir une somme d'argent, parce que si on en est aujourd'hui, je pense qu'il y a eu le départ qu'il a fallu avoir du financier, Ouais. et on peut avancer, et j'ai mis 50 000 euros dans le club sur 2 ans. D'accord. Ce qui nous a permis cette année-là de prendre l'Ichoué, qui était championne de France. Donc on a remonté le niveau et l'année d'après on était champion de France. Et depuis on a pu bouger. Donc là ça a été le départ et grâce à ça quelques résultats, grâce à un réseau quand même qu'on a monté avec 3-4 personnes au club, on a trouvé des financiers privés et on a des institutionnels qui nous ont également, suite aux résultats, soutenu un peu plus que c'était avant. La municipalité. Que je remercie parce qu'elle nous met à disposition des superbes installations. Après, on a le département. On a la chance que le département prend les clubs qui sont considérés comme d'excellence. On a la région. On fait partie des Hauts-de-France. On est dans les Hauts-de-France. On fait partie des clubs aussi d'excellence. Et on a également, nous, la métropole européenne de Lille, la MEL, qui prend également, ça se fait pas partout, mais nous on a la chance d'être là à Lille, où ils prennent 20 clubs de haut niveau, où les clubs sont pris en charge et avec une belle subvention. Donc tout ça fait que j'ai un budget de 300 000 euros, 150 000 privés, 150 000 institutionnels. Donc c'est pas mal. C'est un budget bien géré, je pense, parce qu'il y a des clubs qui ont déjà eu des budgets similaires et qui sont pas au niveau où le club aujourd'hui. C'est déjà arrivé dans le tennis de table. Faut savoir bien gérer et jongler avec les chiffres. C'est pas Voilà. évident aussi. Hein. Et avec les recrutements, on a eu la chance d'avoir des recrutements depuis 5-6 ans, comme disait Agnès tout à l'heure. On est un club avec beaucoup d'amitié entre les filles et les garçons. Et les filles, on a eu la chance d'avoir des filles comme Eva Odorova pendant 7 ou 8 ans au club. Notre regrettée Valeria Borza, que je pense que s'il n'y avait pas eu son accident, elle serait toujours avec nous. Et qui, pour moi, est notre petite étoile qui nous permet, depuis 5-6 ans, de continuer à faire ce qu'on fait. Moi, j'en suis persuadé qu'elle est autour de nous, elle nous illumine, elle nous porte dans les moments difficiles. Parce que on a eu des moments difficiles et après on a un recrutement qu'on a fait. Bon, moi le dernier recrutement sur lequel je suis le plus fier et très content, c'est Agnès qui est à côté de moi. C'est pas pour lui pousser la pommade, mais quand j'ai su qu'Agnès cherchait un club et tout, alors que au départ c'était pas le financier qu'il cherchait et on a réussi à trouver un terrain d'entente, mais c'était par rapport à sa passion et par rapport à son vécu. Et je pense que dans un club comme le nôtre, par rapport à ce qu'on fait, elle nous a aidé énormément à canaliser nos jeunes pousses très nerveuses, qui étaient Xiao, comme disait Jacques tout à l'heure, Bernadette Soch, voilà. Et maintenant, on a une Thaïlandaise, donc ce sont des filles qui ont un potentiel énorme, mais qu'il faut canaliser. Et je pense qu'Agnès, les mères de famille, et elle canalise en plus d'autres personnes qui sont pas de sa famille. Et ça, je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à tout. Elle a un caractère très fort, très formé. Elle a une expérience et je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à tout. C'est pas toujours facile, hein, parce que c'est une Bretonne. Ah mais oui, mais j'ai entendu qu'elle avait la tête dure. Hein. Je l'ai déjà entendu ça. Hein. Bon. Mais bon. Justement, Agnès, aujourd'hui, tu n'es pas à plein temps joueuse professionnelle comme tu as pu l'être à une époque. Je sais pas, d'ailleurs, tu l'as été à plein temps joueuse professionnelle à un moment donné de ta carrière? Alors après, tout dépend ce qu'on appelle joueuse professionnelle.
quand t'es une fille et quand t'es jeune, t'as des études à faire. Et après, à partir du moment où t'as plus les études, bah tu enchaînes avec un travail, parce que ça suffit pas forcément de simplement jouer au tennis de table en tant que féminine. Surtout quand j'avais 20 ans ou 25 ans, ça suffisait pas pour mettre de côté. Donc j'ai tout de suite travaillé après en complément avec le tennis de table. Donc j'ai pratiquement jamais fait que ça, quoi. Et puis de toute façon, j'avais une famille qui était derrière et qui me disait c'est d'abord les études, d'abord le travail et après le sport. Alors j'ai fait ça 1 an ou 2 quand même quand j'étais en équipe de France où il fallait vraiment, on partait 6 mois par an, donc c'était impossible de faire autre chose. Mais dans l'ensemble, non. Après c'est vrai, je suis professeur de sport donc à la direction régionale jeunesse et sport. Je m'occupe d'ailleurs du sport féminin notamment, du développement du sport dans les quartiers, QPB, ZRR. Et puis aussi tout ce qui est formation, double projet, sportif de haut niveau. Et tu arrives à garder un niveau, un top niveau avec ce planning? Alors après, comment ça se passe l'entraînement justement? On entraîne 6 heures par jour, c'est sûr. Après, je pense que maintenant, à mon âge, bon déjà, il faut que je gère mes capacités de récupération. Donc m'entraîner 6 heures par jour, pour moi, ce serait impossible. Après, se connaître bien, ça permet aussi de pas faire certaines erreurs et d'adapter peut-être son entraînement différemment, plus de qualité que de quantité. Et puis aussi, j'essaye de jouer avec des scènes de jeu, des garçons au club, des filles, de changer, de varier, ce que j'avais pas toujours, même en équipe de France où on devait jouer tout le temps entre filles. Et donc j'ai quand même plus de possibilités qu'à une certaine période qui me permettent de compenser le manque de quantité que j'ai tous les jours. La tactique joue beaucoup aussi dans le tennis de table, ce qui fait que l'envie, la passion, comme disait Jacques, et aussi la tactique peut permettre parfois de compenser quand il y a trop d'écart. J'avoue, c'est compliqué, mais je pense que les filles me poussent beaucoup, toute l'équipe me pousse beaucoup. Christian, j'ai envie de redonner tout ce qu'on me donne. Donc vraiment, aussi bien tous les bénévoles. De toute façon, c'est la raison pour laquelle je suis arrivé dans le Nord. C'est que au lieu de faire des allers-retours, j'ai voulu m'implanter. J'ai voulu vivre vraiment l'ambiance du Nord avec tout le club, avec tous les bénévoles, tous les supporters. Faudrait venir vraiment à un match où là, on voit tout le public ou qui est derrière toi. C'est quelque chose, ouais, en effet. C'est vrai que ça donne des frissons et tu as envie de redonner ce qu'on te donne. Donc rien que pour ça, en fait, souvent tu te dépasses et en tout cas tu essayes de te dépasser quand tu as un minimum les moyens. Et Agnès, est-ce que ton matériel et ta gestuelle, parce que tu es défenseuse et défenseuse, ça se perd aujourd'hui dans le tennis de table moderne, hein. Il y a plus beaucoup de puristes, je dirais. Et est-ce que justement avec l'expérience, tu te bonifies pas dans ce schéma de jeu justement? Parce qu'on a tendance à penser quand on prend de l'âge, on revient à la table alors qu'en fait pas forcément pour toi. Alors la défense, c'est vrai, il faut du physique. Alors pour moi, c'est vrai, même si j'ai pas l'entraînement à la table comme il faudrait un peu plus peut-être, j'essaye de faire beaucoup de physique, de courir, enfin d'entretenir en tout cas ma condition physique pour pouvoir être là au bon moment. Après, honnêtement, quand on parle de raquette pour la défense, avec la balle de 40 mm, moi ça m'a fait un choc. Les modifications de 11 points, ça m'a fait un choc. Les services, la modification des services, ça m'a fait un choc. Enfin bon, j'ai vécu plusieurs évolutions. Mais fallait changer de sport, non? Fallait changer de sport du coup. C'est pas le même sport, j'avoue, c'est pas le même sport. Mais un peu moins que le flag et pression, parce que j'ai pas le même âge, je suis jeune. Il fallait que je le dise. Mais cela dit, plus jeune. Tout est relatif. Mais franchement, le matériel aussi, je dois l'évoluer. Donc j'ai appris à évoluer. Et Lazare, en fait, qui est à côté, il m'aide beaucoup parce que de temps en temps, j'essaye aussi de l'énergie, j'essaye des revêtements que jamais j'aurais pensé avant. Ouais. Et qui me permettent quand même de faire évoluer aussi mon système de jeu et évoluer aussi à attaquer davantage, enfin varier par rapport aux conditions actuelles de jeu, quoi. Et pour l'avenir, alors j'ai une triple question, mais avec une constante au milieu. Est-ce que tu te vois présidente du club? Est-ce que tu te vois présidente d'une instance, un comité, une ligue, voire une fédé? Est-ce que tu te vois un jour, peut-être vu que tu as tes diplômes d'entraîneur, est-ce que tu te vois à la tête de l'équipe de France ou à la tête de la présidence de la République? Apparemment, c'est d'actualité. Dis-moi. J'ai pas le bandeau. Gilet rouge. Alors, j'ai vécu la fonction d'élu.
Donc j'ai fait 8 ans de comité directeur de la fédération. Là actuellement, je suis adjointe au sport à la ville. Aussi, non, je me vois pas présidente de comité, je me vois pas présidente de club. Je préfère à ma place plutôt autour d'une équipe, d'apporter mes compétences et ma passion, voilà, essayer d'harmoniser, essayer de donner en fait, de redonner tout ce que je sais, mais vraiment à des joueuses ou à une équipe de joueuses. Donc oui, j'ai postulé, voilà, on va en arriver là. J'ai postulé au poste de l'équipe de France féminine. D'accord. Donc on est en plusieurs, hein. On est en entretien, on est en phase d'entretien. C'est vraiment une mission qui m'intéresse, non seulement c'est la continuité de mon parcours, parce que en tant que joueuse, en tant que coach, voilà, de l'équipe, et d'avoir vécu cette aventure-là avec les filles du CPLIS, qui ressemblent quand même à une équipe quand même internationale, parce qu'avec des Taïwanaises, des Chinoises monégasques, des Roumaines. Donc je pense que le côté international des sélections aussi, de l'équipe de France, je pense que ça m'a permis d'avoir un peu de recul et d'essayer de personnaliser en fait mon entraînement dans un esprit d'équipe, ce qui n'est pas simple parce qu'on est un sport individuel dans un sport d'équipe, et d'avoir des résultats individuellement à la fois ou en double ou en équipe, c'est pas toujours simple à concilier. Donc ça me plairait, c'est un beau challenge. Après. Alors Agnès, quelques questions des internautes. On te dit Agnès présidente, donc c'est Delphine Subilo qui te dit Agnès présidente, et il y a Fab PZS qui te demande si tu seras présente à Bordeaux en 2020 pour les championnats du monde vétérans. Mon souhait, évidemment, c'est d'être à côté de Jacques au championnat du monde vétéran en France, mais après, évidemment, comme je viens de le dire, j'ai postulé au poste de sélectionneur de l'équipe de France, donc féminine. Donc c'est année olympique, année Tokyo. Donc après, ça peut m'amener à faire des déplacements ou des prises à des moments où peut-être qui sont complémentaires avec le championnat du monde. Alors, si je suis disponible, Jacques, excuse-moi, on te demande de venir dans le cadre. Voilà. Donc, voilà. N'écrase pas Agnès quand même, hein. Excuse-moi Agnès, tu peux y aller. Mais non, mais voilà, si je suis disponible, je veux à tout prix le faire. Après, mon emploi du temps d'ici 1 an, c'est complexe, donc j'ai pas toutes les données pour pouvoir répondre à la question. D'accord. On va passer à un autre sujet. Donc tu es à côté d'un petit joueur, hein, pas très connu. Donc Monsieur Jacques Secrétin. Donc je te le disais avant l'émission, Jacques, c'est un honneur de te recevoir et de passer un moment avec toi. Et c'est surtout d'une gentillesse incroyable de partager ces moments avec des pongistes, parce que tu es habitué des émissions télé, t'en as fait des centaines, voire des milliers même, je pense. Mais je pense pas que t'en aies fait où il y avait uniquement des pongistes de l'autre côté. Non, c'est la première fois. Voilà, donc c'est un honneur de t'accueillir. Je voulais juste refaire un palmarès très bref, parce qu'il est long comme il est trop long. 61 fois champion de France. Tu m'arrêtes si je me trompe. 67. 67. Donc toutes les données qui circulent sur internet, c'est faux. Alors c'est 67. 67 titres de champion de France. 67, d'accord. 23 titres de champion de France par équipe. Oui. Une Coupe d'Europe. Non, 7 Coupes d'Europe avec le Valois-Perret. J'en ai joué 4. En indiv, pardon. En indiv. En indiv. 7 champions d'Europe, oui. 7 titres de champion d'Europe. De quel titre tu es le plus fier? Le titre où je suis le plus fier? Je vais parler de médailles, parce qu'on souvent me demande, parmi toutes les médailles, quelle est celle que je préfère. C'est le fair play mondial. J'ai eu le fair play mondial à Tokyo. C'est la médaille que je préfère. Parce que ça a été à l'unanimité. Au niveau des dirigeants mondiaux, au niveau des arbitres, au niveau des instances mondiales. Et ça, pour moi, c'est très représentatif. Et c'est une façon d'être, c'est une façon de communiquer avec les autres et de représenter la discipline que j'aime. Alors, il y a Olivier Seignez qui ne tarie pas d'éloges. Christian l'Éternel, président. Il lâchera jamais. Et Jacques l'Éternel, joueur. Merci pour eux, merci pour le ping en France. Et c'est vrai, ça résume un peu le sentiment global de ton image dans le ping d'aujourd'hui, et je pense dans
depuis toujours, c'est que tu as marqué la discipline à l'image en reliant plusieurs générations. Si je fais un comparatif avec le foot, c'est un peu juste Fontaine et Zidane, et tu as réussi à rapprocher ces deux générations. Moi, j'admirais toujours les autres sportifs de très haut niveau, et j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Et en fait, ce qui m'a plu, on cherche toujours une forme de reconnaissance, tous les uns et les autres. Hein. Et en fait, c'est quand j'ai rencontré que ce soit Zidane, les gens de l'équipe de France de football, les gens connus dans le monde entier, les gens de la Formule 1, etc., ils avaient un grand respect, en fait. Et c'est pas parce que moi je faisais du ping-pong, du tennis de table, ils avaient un très grand respect. Et ça, on parlait le même langage quand on était ensemble, on parlait sport, il n'y avait pas, quels que soient les sports d'argent, professionnels ou pas professionnels, il y avait une grande déférence entre les uns et les autres, hein, voire une grande amitié. Et je crois que, même si on ne pouvait pas se rencontrer tout le temps en permanence, je crois qu'il y a une amitié commune sur le plan mondial de tous les sportifs. Il y a un respect. Il y a un respect. Un respect parce que c'est des sacrifices pour tout le monde, que ce soit dirigeant, joueur ou même bénévole, c'est des sacrifices. Et je crois qu'à partir du moment où on respecte ces personnes qui sont présentes pour ces sacrifices, eh bien c'est génial. Ça fait vraiment un but commun. Jacques, tu viens de fêter tes 70 ans. À quel âge? J'ai entendu un âge, tu me diras, parce que apparemment toutes les infos qui circulent sont fausses, et pourtant c'est sur tous les sites et sur les grands médias. À ce qui paraît, tu as commencé le tennis de table à 4 ans. Oui, exact. Et tu as été champion de France senior à 12 ans. Non, pas à 12 ans. J'étais en équipe de France senior à 13 ans, j'étais minime. Ouais. Et à 15 ans et demi, j'étais champion de France adulte senior. Bon, à 3 ans près, on prend, Agnès, tu prends pour 3 ans de plus. Comment c'était le ping avant, Jacques? Qu'est-ce qui a changé par rapport à aujourd'hui? Différent, c'était tout à fait différent. D'abord, c'était en 21 points. Puis il y avait le filet qui était à 17-25, 2 cm de plus en hauteur. Et puis on jouait avec des raquettes en papier de verre, on jouait avec des raquettes en bois, on jouait avec des raquettes armées, c'est-à-dire des lamelles de fer à l'intérieur, on jouait avec des raquettes sèches, et ensuite est arrivée la mousse. Là, c'était une vraie révolution. Mais elle n'était pas réglementée en épaisseur. Donc mon père m'avait fait une raquette en protège-mousse de tibia de joueurs de football. Hein, en protège tibia de joueurs de football. Et la balle rentrait, mais elle sortait dans tous les sens, parce qu'elle sortait qu'au bout d'un moment de la raquette. Et c'était extraordinaire d'arriver à maîtriser ce genre de jeu. Et donc, il y a eu une sacrée évolution. Parce que j'étais défenseur comme Agnès au départ. Hein, donc, il fallait courir beaucoup. Mais je préférais le football. Hein. Je jouais énormément au football. Hein. Et je pouvais rentrer à Calmette, à la première école de football française. Hein, Élie Frouchard, à l'époque, voulait me faire rentrer à Calmette. Hein, parce que j'adorais le football. Parce que je cavalais. J'avais un poumon, en fait, à l'époque, en milieu de terrain. Sélectionné Koumar Bardella, quand même. Finaliste académique. Tu pouvais rentrer à Lens, non? Oui, je pouvais rentrer à Lens, à l'école Calmette, justement. Et donc, il a fallu choisir à un moment donné. Hein, parce que j'ai choisi le ping-pong. Pourquoi? Le tennis de table, pourquoi? Parce que dès l'âge de 8 ans, je voyageais à travers le monde. C'est les voyages qui m'ont attiré. Ouais. Je regrette pas, hein, parce que quand on a fait 17-18 fois le tour du monde, eh bien, on regrette pas parce qu'on en voit des choses. On devient très, très riche dans sa tête. Et je suis très riche dans ma tête. Comme Agnès, comme Christian. Parce qu'on a une acquisition d'informations, d'éléments par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce tennis de table archaïque qui a évolué à travers les matériaux. Donc il a fallu s'adapter aux générations différentes. Il y a eu de plus en plus, c'est devenu de plus en plus professionnel, mais c'est qu'une toute petite partie de professionnalisme. Oui. Et un jour, il n'y en avait pas vraiment. Il n'y en avait pas. Il fallait vraiment se débrouiller. Et tu avais un travail à côté? Tu avais un travail? Je suis le premier à être rentré en dessous de 14 ans à l'Institut National des Sports à Vincennes. Et grâce aux gymnastes roumaines qui étaient championnes d'Europe à l'âge de 13-14 ans. Donc ça a changé toute la donne, en fait. Et j'ai pu rentrer au collège d'enseignement des jeunes athlètes à Vincennes. Voilà, donc on était étudiants et en même temps on s'entraînait tous les jours au tennis de table. Après, et à un moment donné, il a fallu gagner sa vie. Donc je suis rentré à l'EDF, j'ai passé le diplôme d'opérateur mécanographe.
mais on m'aidait pas du tout, parce qu'il fallait que je rattrape mes heures. Chaque fois que je partais à l'étranger, il fallait que je rattrape mes heures. Donc, Incroyable. 1h du matin à 4h30 du matin. Et il fallait s'entraîner tous les jours à l'INSEP aussi. Ah. J'ai tenu 3 mois et après j'ai dit à la fédération, je peux plus venir. C'est impossible de venir. Et donc j'ai failli partir en Allemagne ou en Espagne où on me faisait des ponts d'or à cette époque-là. Et la fédération m'a trouvé un poste au ministère. Ils se sont dépêchés parce qu'ils sentaient bien que j'allais partir. Je ne voulais pas partir. Bon, c'était des raisons économiques. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, et après ça m'a permis de passer le BE1, BE2 et j'ai eu le BE3 aussi également. Voilà, donc je pouvais être entraîneur national, directeur technique national. Donc après, c'était lancé. Il n'y avait plus ce souci financier. Et une autre anecdote. Faire et le show, ça m'a permis de compenser le manque des finances aussi. D'accord. Parce que la fédération n'était pas capable de financer la totalité d'une équipe de France en fait. Et quand tu parlais de budget dans un club, quand j'étais le directeur sportif à Levallois-Perret avec l'équipe de France, j'avais un budget d'1 million d'euros. D'accord. D'accord. On te pose la question, Jacques, comment tu t'es adapté à la balle plastique? On a déjà joué avec la balle plastique. Et ça a changé. Ah bon? La gestuelle. Il y a 60 ans. Et on a joué à la balle plastique déjà à l'époque. C'était pas celle d'aujourd'hui? Elle ressemblait à celle d'aujourd'hui? Ou Elle était plus petite déjà. Elle était plus petite, mais ça a changé toute la gestuelle. Il a fallu s'adapter à ça. Et le plus grand changement, c'était même pas la balle plastique. Ça a été la colle rapide. La colle rapide où il fallait changer de plaque en permanence, c'est-à-dire que moi j'étais celui qui utilise le moins dans le monde de plaques. J'utilisais que 230 plaques à peu près par an. Alors que les Suédois utilisaient près de 300 plaques par an. Il y avait des bulles discrets, on s'entraînait toujours. Quasi une par jour, c'est dingue. Extraordinaire. Mais ça a changé toute la gestuelle. Ça a été beaucoup plus rapide, il a fallu s'adapter. Et on voit l'évolution actuellement avec les Asiatiques. Mais à l'époque, l'Europe était très forte. Bien sûr, bien sûr. Les Soviétiques, à mon époque, étaient aussi forts que les Chinois. Ils étaient toujours 50-50. Il y a l'ex-Yougoslavie, il y avait les Tchèques, il y avait les Hongrois, il y a les Suédois qui sont arrivés après derrière. On était en train de rattraper la Chine. Et là, grâce à des matériaux ils ont inventé eux-mêmes, ils ont pu tenir 10 ans l'écart. Mais on était vraiment en train de rattraper les Chinois et même de les battre. Parce qu'il y a eu 2 matériaux différents de la même couleur et ils tournaient pendant le geste, ils tournaient leur raquette. Ce qui fait que l'adaptation était extraordinaire. Les meilleurs joueurs d'Europe faisaient 5 points par set. C'était fabuleux. Et Jacques, les lecteurs sont fans de tes petits secrets. Jacques, tu as joué sur des tables qui portaient ton nom. Donc c'est Lagdar Boudamani qui dit ça. Excuse-moi Lagdar si j'ai mal prononcé. Quel effet ça faisait de jouer sur une table à son nom? Bien, disons que financièrement ça a aidé beaucoup. Ensuite la société Cornillo, pour ne pas la citer, elle ne vendait que 20 000 tables à l'époque. Ouais. Et ils avaient besoin d'un nom. Et en même temps, j'avais la société Kettler en Allemagne qui voulait me prendre sur une gamme de tables. Et la société Kettler vendait 200 000 tables par an à l'époque. Et la société Cornillo vendait que 20 000 tables. 10 fois moins. Ouais, par an. Je suis resté en France parce que c'était un projet qui était intéressant parce qu'ils voulaient créer des tables de compétition. En 2 ans, ils vendaient 110 000 tables avec mon nom sur les tables. Incroyable. Cocorico. Dans les 3/4 des tables. Et en 2 ans, ils étaient devenus numéro 2 en Europe en vente de tables. Cocorico. À tel point que il y avait mon nom en gros en diagonale, il y avait Cornillon dans l'autre diagonale. Et les gens demandaient les tables secrétains, ne demandaient plus les tables Cornillon. Oui. Donc du jour au lendemain, ils ont mis juste ma signature sur un coin de table. Parce que leur marque était en train de disparaître en fait quelque part. Mais ça a été un essor pour eux extraordinaire. Ça a été la même chose pour les revêtements, enfin pour les raquettes. Moi, ma première raquette, c'était une raquette Jacques Secrétin, et c'était le summum de la raquette qu'il fallait avoir. Enfin, mon entraîneur dit non, prends cette raquette, c'est la meilleure. Quand on commence, on sait pas. Il y avait 300 000 raquettes à mon nom qui se vendaient en France. Et j'étais numéro 2 en Allemagne dans les ventes de raquettes aussi. Incroyable. Agnès, c'est pour quand une raquette à ton nom? C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé? Oh là là. Mais surtout en défense, déjà il y a des
Pour votre information, je vais avoir à nouveau des raquettes à mon nom, bientôt. Ah, Elles vont sortir, là. Ça sera des bois. Ce sera des bois, mais pour les gamins. Pas très cher, mais de qualité. Des bois de qualité pour les gamins. c'est top C'est-à-dire ça. ça coûtera 20 € le bois, mais un bois de très haute qualité. Et on pourra les retrouver où? c'est On pourra les retrouver où? Port de l'Est. Je ne veux pas dire leur nom. D'accord, ok. Jacques, tu as connu la grande épopée de Levallois. Oui. Et maintenant la grande épopée du L'Islanois. Tu as toujours été très fidèle dans tes choix, que ce soit dans tes choix de club, dans tes choix de produits ou dans ta manière de comporter. J'ai pas changé souvent de club, hein. En 65 ans de carrière, j'ai pas changé énormément de club. Ça fait 10 ans, 11 ans qu'il est chez nous. Déjà. Ouais. Le Valois, ça fait combien d'années? Moi, je suis plus pour la fidélité dans les clubs. Hein, c'est vrai que dans ce club, je m'investis moins qu'à Levallois. Mais à Levallois, j'étais directeur sportif. Ça faisait partie de mon métier. Après, il y avait 500 licenciés, 4 entraîneurs, une secrétaire à temps complet. C'était vraiment une industrie. Hein, donc là, je cherchais des sponsors. Alors, je le fais à ma façon. J'aide à ma façon, pas comme je le voudrais. Mais je crois que quand on a donné, il y a un moment donné, on fatigue beaucoup plus et on a envie d'un peu moins s'investir. J'aime toujours le tennis de table. Je m'investis dans les écoles. Je m'investis toujours dans les prisons. Oui, j'allais en parler justement. Tu as des actions de ce type et aussi dans le milieu handisport également. Du sport aussi, oui, bien sûr qu'ils me demandent tous les ans si je veux pas revenir. On y reviendra tout à l'heure. Une autre question de Bruno Ruiz. Alors, il allait la chercher celle-ci. Jacques, en 1977, tu es champion du monde en double mixte avec Bergeret et en 84 champion d'Europe en double mixte avec Valentina Popova. Oui. Pourquoi avoir changé de partenaire? Oh. Ah, il y a une histoire derrière tout ça? Claude, c'est une ancienne. Énormément de caractère. On aurait dû être 5-6 fois champion d'Europe. Parce qu'on dominait quand même sur le plan mondial, on dominait les équipes. On s'entendait très bien, on était très complémentaires. Le seul problème, c'est à cause de son caractère, à chaque fois qu'on arrivait en quart ou en demi-finale des championnats d'Europe, elle pétait un plomb. Elle va être contente. Elle pétait un plomb, c'est-à-dire, quand elle n'arrivait pas à faire quelque chose, je lui disais, essaie de faire comme ça. Non, elle voulait y arriver. Donc on s'engueulait en fait. On s'engueulait. Et on n'a jamais été champion d'Europe ensemble. Hein, et d'ailleurs, on a arrêté de jouer ensemble. Et on a été champion du monde 2 ans après. Parce que là, on a fait attention à nous. Et on a rencontré toutes les meilleures équipes du monde. C'est une histoire. Mais on aurait dû être champion d'Europe 5-6 fois. Normalement. Et pourquoi Popova? Ah, Valentina Popova. Ah, c'est, Tu connais l'histoire, Christian? Tu connais l'histoire? Je connais pas l'histoire. Par contre, j'avoue qu'on était amoureux l'un de l'autre. Voilà. Donc, on était très amoureux l'un de l'autre. Est-ce que c'est difficile de jouer avec son amoureuse, justement? C'est pas facile. Parce qu'il faut maîtriser la sensibilité. Alors, quand on a été champion d'Europe, on sait vraiment, c'était les doigts dans le nez. On s'est baladé sur toutes les équipes. Ça a été beaucoup plus difficile sur le plan mondial. Parce que, quand on est arrivé en quart de finale, on n'était plus dedans, on n'était plus là, en fait. Donc, on vivait une histoire différente du tennis de table. Il y avait 3 soirées. Donc, Bruno, tu as ta réponse et je pense qu'elle est assez claire. Jacques, tu as été élu meilleur joueur du siècle par tes pairs. Oui. Qu'est-ce que ça représente un tel titre du siècle? C'est une forme de reconnaissance aussi. Je crois que c'est la longévité qui a fait que déjà le nom secrétin, c'est pas facile à l'école. Hein. Ensuite, ce nom, il est vraiment facile à retenir quelque part. Et ça a été la longévité a fait que les gens sont restés imprégnés de ce nom et ça a traversé plusieurs générations. Parce qu'en fait, c'est tous les grands-pères maintenant, voire les pères, qui ont transmis ça à leurs gamins. Il y a au moins 3 générations. Il y a 3 générations, en fait, qui ont suivi. Et les gens me suivent toujours, c'est ça qui est extraordinaire. Oui.
Vous savez, là, il y a bientôt, il va y avoir l'émission d'un timbre sur le tennis de table, au CNOS, le 18 mai. Ouais. Et c'est l'Assemblée générale de la fédération. Donc, ils n'ont pas de représentants. Donc, ils m'ont demandé d'y aller. Ouais. Alors, ils ont présenté les joueurs de l'équipe de France. Gatien, comme il est numéro 2, organisateur des Jeux Olympiques, il n'a pas le temps. Il n'est pas là. Donc, ils ont dit, oh non, on veut pas les gens de l'équipe de France, au CNOS. Et quand ils ont cité mon nom, ils ont dit, ah oui, pas de problème, oui, il peut venir. Et tout de suite, les gens ont dit, et à la fédération, les gens, Olivier Perrier, par exemple, a dit, ah, c'est incroyable, les gens ont dit oui tout de suite, quoi. C'est, voilà. Je pense que les gens ont été marqués par la longévité, à mon avis. Ouais. Par le nom aussi. Et les raquettes, et le tac de Jacques, t'es aussi un déconneur à la table. J'ai trouvé quelques vidéos sur YouTube. Oui. J'en diffuse une actuellement où tu es torse nu en fait dans un club et tu te prends un point de la main gauche par un autre joueur. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Oui, c'était un après-match où vous savez, le gars avait parié que c'était une forme de strip tennis de table. D'accord. Et sur un set, lui, quand il marquait un point, il en marquait 2 ou 3. Et moi, j'en marquais qu'un seul. Donc, à chaque fois qu'on perdait un point, on devait enlever un vêtement. Et le gars a fini après, forcément. Et moi, j'ai fini torse nu seulement. Donc, c'est pas qu'à gagner. Tu es aussi un déconneur là à titre voilà pour vraiment pour t'amuser, mais de manière un peu plus cadrée et professionnelle. Il y a aussi un show qui a marqué plusieurs générations. C'est le show avec Vincent Purcart. Donne-nous quelques statistiques. Tu m'en as donné quelques-unes tout à l'heure en off. C'est juste incroyable. Sans compter tous les shows télévisés d'une minute, 3 minutes, 2 minutes et demie dans toutes les télévisions mondiales. C'était une tranche de vie exceptionnelle. Il faudrait que j'écrive un livre dessus. D'ailleurs, il faut que je me dépêche. D'où est venue cette idée? D'où est venue cette idée? Vincent Purcart est un personnage. Il aurait toujours voulu être artiste. Et je crois que pour lui à l'époque, quand il était en équipe de France, il était champion de France avant moi, il prenait sur ses vacances. Tous les gens de cette époque-là travaillaient et prenaient sur leurs vacances. Donc quand il jouait au championnat du monde, championnat d'Europe, on payait déjà même une partie parfois du voyage. Et eux, ils arrivaient. Moi, je pensais qu'à m'entraîner. J'étais un gamin. Eux, ils étaient mariés, ils avaient des enfants. Comme anecdote, je peux même vous dire qu'il y en a un qui avait une corde à nœud dans sa valise. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout avec sa corde à nœud dans la valise? Parce que notre directeur technique national à l'époque, M. Agopov, fermait les portes à 10h du soir de nos chambres, dans les hôtels. Lui, il sortait sa corde à nœud, il passait par la fenêtre. Et les gars, ils revenaient par la corde à nœud. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je le raconte maintenant, mais quand on vit ça, et qu'on est gamin, on se dit, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et c'était des gens qui avaient du caractère, qui étaient des bons joueurs aussi. Vincent Purcart était un bon joueur, il n'aimait pas trop l'entraînement, mais c'était un artiste. C'était vraiment un artiste. Et je crois que et avec un toucher de balle incroyable. Un toucher de balle exceptionnel, une répartie exceptionnelle. Il aimait jongler avec les mots, les contre-batteries, les calembours, il adorait ça. Et en plus, c'était un oiseau de nuit, donc il fallait bien le surveiller. Et il avait le don de se mettre dans des situations extraordinaires partout à l'étranger. Heureusement, ça se terminait toujours bien. Mais on va pas en dire plus. On va pas en dire plus. À raconter avec lui. Et justement, Jacques, aujourd'hui, tu continues les spectacles avec le tennis de table. Et donc là, t'as un spectacle musical avec Thomas Bouvet, qui est international français en e-sport, et ça s'appelle les As du Ping. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Eh bien, c'est une rencontre qui a été c'est un nouveau spectacle en fait. Donc on a répété ensemble. Il a été enchanté parce que pour la petite histoire, il est handicapé, mais il est quand même classé 5 ou 600 français. Ouais, bien sûr. Chez les valides, il est dans les 5-6 meilleurs mondiaux aussi en e-sport. Et ses parents n'ont jamais voulu qu'il ait d'aide de la fédération d'e-sport ou du gouvernement. Donc il est obligé de travailler dans une banque 3 jours par semaine et après il s'entraîne.
Mais financièrement, quand il doit aller chercher des points pour les Jeux Olympiques, voire Paralympiques, ou les championnats du monde, il est obligé de payer de lui-même. Donc le spectacle, quand on lui a demandé pour faire un nouveau spectacle tous les deux, il a été enchanté, parce que ça va l'aider aussi financièrement, quelque part. Et là, je peux vous dire que ça commence à se faire connaître. On a déjà plus de 40 dossiers déjà, cette année. Alors, comment ça se passe, en fait? Est-ce que c'est des clubs qui organisent? Comment ça se passe, Jacques? Il y a des clubs, il y a des municipalités, il y a les organismes professionnels, comme le tennis aussi. Il y a des entreprises. Il y a... Donc demain, mon club peut faire appel à tes services et organiser ça comme il organiserait un tournoi, finalement. Et je peux vous dire qu'on s'amuse énormément. Et le public s'en rend compte, hein. On s'amuse vraiment beaucoup. Et c'est pas détruire le tennis de table, au contraire, c'est parce qu'on l'aime qu'on continue à faire ce genre de spectacle pour faire voir aux gens ce qu'on est capable de faire, en fait. D'accord. Faire l'humour. D'accord. Toujours. Ça a été un frein, justement? Ce côté loisir que tu as toujours mis en avant? Il y a le côté compétition, mais ce côté loisir? Oui, parce que la fédération était surtout compétition, tournée vers les compétitions. Hein, et c'est toujours comme ça, hein, elle gère les compétitions, en fait. Et elle trouvait, avec Vincent Purcard, les 3 premières années, alors qu'on était demandé partout dans le monde, et à un moment donné, on pouvait faire 3 spectacles par jour pendant 3 ans, tellement on avait de demandes. Dean Martin nous avait demandé à son casino à Las Vegas aussi. Les Américains, eux, ils payent, hein, je peux vous le dire, hein, on a hésité à ne pas y aller. Hein. Mais la carrière a été terminée. Alors la fédération, les 3 premières années, elle disait qu'on ridiculisait le tennis de table. À tel point que Vincent Purcard, comme il était président de club au Kremlin-Bicêtre, on a organisé que pour la fédération le spectacle. La salle était archi bondée. Et là, ils se sont aperçus la liesse qu'il y avait dans le public, l'énergie qui était dégagée. Et là, ils se sont aperçus enfin que ça apportait quelque chose. On va faire juste une petite coupure pub. On a un partenaire qui aide aussi à monter cette émission. Donc c'est une marque elle a pas 70 ans, mais ça fait un peu plus de 30 ans qu'elle existe. Elle s'appelle Geo, c'est une marque allemande et qui a le vent en poupe en France. Voilà. Et actuellement ils font une promo chez un autre partenaire, Mr Ping, avec 25% de remise sur leur gamme des Nexus. Donc il y a 4 gammes, le 38, le 43 et le 48. Et le XT48, c'est des plaques tendres avec de la rotation, où on peut avoir beaucoup de rotation. C'est des produits qui je dirais, qui vont à un peu tous les styles de jeu, dans le sens où, en fonction de la tendreté du produit, on peut vraiment y adapter. Je vous conseille au moins de tester. Les 20% permettent de tester ces produits, justement. Donc la plaque revient à 35,90 €. Ça fait quasi 12 € de remise sur une plaque. Je vous invite à tester. Il y a beaucoup de retours sur Internet très positifs. Voilà, donc vous pouvez y aller. C'est en tout cas une marque qui est arrivée il y a quelques années en France grâce à Mr Ping et qui a le vent en poupe. Jacques, une chose, je voulais savoir, comment on fait pour entretenir cette passion du ping pendant 70 ans? Comment on fait? C'est quoi le secret? Le secret, c'est d'avoir envie de convaincre en permanence et toujours avoir des projets. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré un écrivain de 92 ans qui m'a dit qu'un homme qui n'a plus de projet est un homme mort. Et je suis d'accord avec lui, quel que soit le projet. Donc, quel que soit le niveau en tennis de table, si on a un projet, un petit projet, au quotidien, voire à plus long terme, eh bien, il faut l'avoir, ce projet. Et on vit avec ça, on vit. Et puis, il y a l'adrénaline. La compétition de haut niveau, il y a beaucoup d'adrénaline. Ouais. Et la notion de partage. Parce que de toute une carrière, moi, ce que je retiens le plus, c'est le partage avec les autres. Et que ce soit dans les défaites, que ce soit dans les victoires. Ça, cette notion est énorme. Si on n'a pas ce sens du partage, ce sens de combativité et de convaincre, et d'avoir des valeurs, de transmettre des valeurs pour les jeunes, eh bien, c'est ce qui fait vivre, en fait. C'est ce qui nous fait vivre, qui nous fait avancer. Agnès, Christian. On l'a senti aussi. Il dit on a la chance,
on a la chance, bon, Jacques et moi, d'avoir une santé aussi, de faire. Je sais pas si c'était une mise de table, mais bon, on a quand même, on a tous ces projets, ces ambitions. On a encore des ambitions pour l'année à venir, mais on ne peut faire que si on a une forme, disons, physique qui le permet. Voilà. Agnès, Christian, vous côtoyez Jacques au quotidien. Est-ce que vous le voyez encore comme le grand Jacques Secrétin? Comment vous le voyez justement? Comment est le rapport? Bah moi, Jacques, je le connais depuis 60 ans et à chaque fois que je parle des gens, tu dis Jacques, bah oui, Jacques, quand on faisait des tournois ou des matchs, je voyais Jacques Secrétin, bah je disais mon parcours va s'arrêter là. Je ne lui ai jamais pris un set de ma vie. Voilà. Et quand on jouait en championnat, en ce temps-là, je jouais à Saint-Michel-Roubaix. On jouait le club de Fouquier-les-Lances où il jouait avec son papa, sa maman et sa sœur. Bah, quand on jouait là, on savait très bien que on allait revenir avec une valise. Et en ce temps-là, il était petit puisque tout au début, je l'ai connu. Moi, il y avait la raquette qui faisait périscope au niveau de la table. Hein. Et tu disais, bah ouais, tu vas le mettre des balles courtes, il n'y aura pas. Bah, c'était impossible. Et non, moi, je l'ai toujours, voilà. Et à chaque fois qu'on jouait, quand il joue encore nous, bon, maintenant il joue avec des jeunes du club en régional pour les faire progresser, lui leur amener toutes ses compétences et ses valeurs. Et ben, il est toujours là. Il gagne, il perd, mais même quand il perd, voilà, il serre la main aux jeunes qu'il a battu, personne vient jouer et tout. Il est plus dans le résultat maintenant, il est dans faire plaisir et faire progresser les gens qui sont avec lui. Je regardais d'ailleurs, pour la première fois, tu n'es plus numéroté, tu es classé 20. Je sais pas si tu le savais. Non, mais je m'en fous. Non, mais je me doute bien que tu es passé à travers tout ça, mais quand même. Agnès, comment toi aussi tu le connais depuis longtemps, mais fière de le connaître. Moi, dès toute petite, j'en rêvais. Je voyais les bois, les tables et tout. La première fois que je l'ai connu, je l'ai vu. Voilà, je n'ai rêvé. Show Secrétin Purcar. Moi, c'était plus le show que le résultat. Après, évidemment, tout son parcours, tu apprends à le connaître. Et puis en arrivant ici, je savais même pas qu'il était au club en fait. Donc j'ai appris à le côtoyer. Il m'impressionne. Voilà, à chaque fois que je le vois, je suis super fier d'une part de pouvoir échanger avec lui. Il m'apprend énormément. Dès que j'ai besoin d'un conseil ou d'échanger, il est là, il m'apprend. Voilà. Plus que j'ai appris pendant 2 ans, en 5 minutes, il m'apprend des choses incroyables. Je bois ses paroles, ses parcours, comme là, en 1 heure, j'ai appris des choses que je savais pas depuis que je suis au club. Après, je pense que quand on a la passion d'un sport, côtoyer vraiment ceux qui nous font rêver, qui nous ont fait rêver, et surtout de voir son exemple qu'à 70 ans, il est encore là, tu dis que t'as encore de la marche, t'as de l'espoir quand même. Tu peux tenir dans un sport où quand même, on a la chance de faire un sport où on peut tenir longtemps. C'est vrai. En loisir, parce que c'est pas tous les sports. Quand je vois l'athlétisme, la natation, c'est vrai qu'on peut pas dire la même chose. Même si, quelques niveaux, mais cela dit, je le remercierai toujours de donner encore cette passion et puis de garder cette étincelle qui fait vibrer tout individu. Quoi. Jacques, tu seras présent à Bordeaux pour les championnats du monde? Bien sûr, je serai présent. Et il y a la volonté d'aller chercher un titre sur tes terres. Tu vas te préparer? Je reprends une hygiène de vie. Donc beaucoup moins d'alcool, c'est clair, beaucoup moins de fêtes. Refaire du physique, j'ai besoin de refaire les bras, les abdos et les jambes, c'est tout. Le reste, ça ira très bien. Tant que la tête suit, ça va. Et c'est un objectif, le titre? Un objectif, je vais me battre et je vais tout axer. Maintenant, je vais pas amuser le public comme je le faisais avant. Je vais pas faire le pitre, comme disait la fédération à l'époque, mais je vais être efficace, essayer d'être efficace comme les Chinois d'ailleurs. Et t'as été le premier inscrit, c'est ça, non? J'étais le premier inscrit avant la date officielle. Voilà. J'ai fait une conférence de presse à Bordeaux. Il y a 1 mois, ils m'avaient déjà inscrit. Et d'ailleurs, ils m'ont invité 15 jours avant pour m'entraîner dans la salle où il y a 100 tables. Et voilà, il y a un engouement quelque part où il y a toute la famille qui sera là-bas, ça c'est clair. Oui. Ils ont des pratiquement réservés. Puis là, je sais que les réservations sont toutes pleines tout autour. Tous les hôtels sont déjà tous pleins. Ça va être ça va être le feu. Ça va être la fête du ping. 600 personnes. Hein. Économiquement, c'est très rentable pour une ville. Hein. Bien sûr.
la première fois que je l'ai fait à Baltimore en Amérique, je me dis, je vais rencontrer des momies plein de bandelettes, mais c'est faux. C'est faux. Alors sur la table, c'est des lions, ils se battent, mais alors après, ils sortent, ils vont au restaurant, ils vont ils s'amusent. Et comme il y a beaucoup de retraités, ils dépensent leur argent. Ils passent 15 jours de vacances, 10 jours de vacances derrière. Ils ont déjà, à Bordeaux, estimé un petit peu ce que ça peut rapporter. Ils ont dit en quelques jours, c'est 11 millions d'euros. Incroyable. Économiquement. Incroyable. Avec du ping-pong, comme quoi c'est possible. Et oui, c'est possible. Une question, est-ce que Jean-Philippe et pour toi Jean-Philippe et Patrick devraient jouer au championnat du monde pour l'image de la France? Je pense que Patrick, je pense pas. Là, ils ont des fonctions actuellement qui leur permettent pas de se concentrer, de se distraire. Jean-Philippe Gassen est numéro 2 pour la préparation des Jeux Olympiques. Et je crois que là, il est dans les hautes instances. Et il faut qu'il se dépêche, parce que ça passe très très vite. On est déjà en 2019, 2024, ça va arriver très vite. Donc je pense que c'est pas le moment pour lui. Christian, si tu avais un conseil à donner à un président, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Un jeune président qui voudrait aider son club, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que c'est pas une tâche facile, mais il faut être humble et essayer de progresser suivant ses moyens. C'est-à-dire que ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Si on en est là aujourd'hui, je pense au CPLIS, c'est parce que depuis 12 ans, 11 ans maintenant, on a fait des choix de joueuses, des choix financiers. Certaines années, il y a une année, on n'a pas fait la Coupe d'Europe parce qu'on s'était dit financièrement, on ne pourra pas la tenir. On n'a pas recruté les filles qu'il fallait parce que on n'était pas sûr comment je vais dire, du financement qui allait rentrer au club. Et je pense qu'il faut faire. Et maintenant, actuellement, on est en train, au bout de 10 ans, on est en train de récolter, je pense. On moissonne tout ce qui a été porté par le club. Le club a 60 ans. Le club est au plus haut niveau depuis 20 ans, parce qu'il faut savoir, et ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant, c'est que le CPLIS est au plus haut niveau féminin depuis la création de la Super Division, sans jamais être descendu de division. On est le seul club en France qui n'est pas descendu depuis la Super Division. On a toujours été Super Division, et quand il y a eu la Pro A, et toujours Pro A, avec des moments où on était prêt à descendre, mais on n'est jamais descendu. Et après, on s'est mis des projets. On voulait être champion de France une fois. Moi, je m'étais dit champion de France une fois si je suis président. Après, j'arrête. On a été 3 fois. Après, on s'est dit pourquoi pas champion d'Europe. Et maintenant, le projet, c'est un projet. Est-ce que le projet, c'est de préparer la suite du futur président? Le projet de préparer la suite, ça se fait, c'est en plein dedans, puisque, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai des objectifs pour les prochaines élections. Je resterai au club, mais je me représenterai plus en tant que président. Je laisserai ma place. Ça finira mon 3e mandat, parce que je vais me présenter pour des élections sur la gestion de la Ligue des Hauts-de-France. D'accord. Le président actuel, M. Jean Douilly, a annoncé donc officiellement depuis plus de 6 mois qu'il a abandonné, qu'il a arrêté. Il commence aussi à avoir un certain âge, et je pense qu'il a fait une grande partie du tour de ce qu'il voulait faire, et il veut laisser la place aux jeunes. Bon, je ne sais pas si à 70 ans on est toujours jeune, mais c'est dans le cœur. S'il y en a que 75, donc il n'y en a pas beaucoup plus que moi. Mais bon, moi j'ai la chance de toujours être passionné, d'être sur le terrain, d'être dans un club qui, c'est vrai, rayonne depuis un certain nombre d'années, grâce à son équipe première. Les garçons, maintenant, on commence à avoir énormément de jeunes qui arrivent derrière et qui vont prendre la place de Jacques dans les années. C'est pour ça que Jacques est avec eux pour les former. Et ça, là, je peux tirer mon chapeau parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient dit, Jacques, il jouera plus en équipe première, on ne verra plus, il jouera plus. Maintenant, il a coincé le bec à quelques personnes, puisque maintenant, il joue en régional 1 avec des jeunes qui ont 14 ans, 13 ans. Et actuellement, ils sont toujours possibilité de finir premier, de monter en division supérieure. Donc, ce sont des éléments.
Et voilà. Et après, l'avenir fait qu'on va repartir sur 4 ans. Et justement, la personne qui était là tout à l'heure, qui a tout préparé derrière toi, Lazare, bon, c'est quelqu'un que je suis en train d'essayer de former pour. Je resterai au club, hein. Parce que bon, ce qui fait peur, je veux dire. Ce qui fait peur, c'est quand on parle d'argent, quand on dit 300 000 euros, ils se disent, ouais, mais on va voir un tel. Non, c'est pas grand chose, non, pour gérer un club. Alors, il faut aller les chercher et être présent. Et ce qui fait peur, c'est que ce sont des gens qui sont quadragénaires, et qui sont pas en retraite. Donc, je pense qu'il faut avoir des gens qui ont une passion et qui ont du temps aussi disponible. Voilà. Agnès, de la même manière, qu'est-ce que tu dirais à une jeune joueuse qui voudrait faire du tennis de table aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui dirais? D'une part, de prendre du plaisir à chaque moment quand elle vient à l'entraînement, de donner le maximum, de jamais abandonner. Souvent, enfin, dans toute carrière, voilà, ou dans toute passion, il faut toujours apprendre de ses échecs et toujours rebondir. Savoir bien s'entourer, de toujours demander conseils. Et puis la passion, le plaisir, quoi. Enfin, si on vient, on prend d'abord plaisir, mais le plaisir n'empêche pas la rigueur, le goût de l'effort, enfin, le dépassement. Donc voilà, toujours vouloir avoir des objectifs, toujours, comme disait Jacques, hein, d'avoir des projets, toujours se donner 200%. Après, on atteint le maximum de son niveau, mais au moins on n'a pas de regrets. Et puis franchement, quitte à faire quelque chose, autant se donner à 100% ou à 200%. Donc, plaisir et rigueur dans l'effort. Jacques, le mot de la fin va être pour toi. Voilà. Tu peux dire ce que tu veux. Voilà. Je m'adresse surtout aux jeunes. Je crois qu'elle a résumé quand même. Hein. Et je veux dire que quel que soit le niveau, c'est vrai qu'il faut toujours avoir du plaisir, il faut avoir de l'ambition. Et il faut surtout apprendre à perdre. Quand on a appris à perdre, on se met à gagner. Parce que les jeunes veulent gagner tout de suite. Sans rigueur, justement, sans entraînement. Tu peux nous redire ce que tu viens de dire? Quand on apprend à perdre, c'est là qu'on commence à gagner? On commence à gagner. C'est une belle phrase. C'est une belle phrase. Et tant qu'on n'apprend pas à perdre, justement, ça veut dire qu'on ne gère pas ses propres émotions. Et ça, il faut gérer ses émotions. Et puis avoir des valeurs. Quand on a des valeurs, quel que soit le niveau qu'on atteint, eh bien, c'est génial, parce qu'on atteint toujours son objectif. Et c'est valable, ce plaisir est valable à n'importe quel niveau. Eh ben, je pense qu'on va clôturer sur ces belles paroles, parce que c'est vraiment des très très belles paroles. Je voulais encore vous remercier tous les trois. Ça a été juste un plaisir de vous accueillir et aussi un honneur en même temps, parce que je pense pas que j'aurai l'occasion de vous réunir toujours tous les trois et de vous avoir en même temps. Merci Agnès. Merci Agnès pour le coup de main. Ouais. Voilà, merci Christian. On va se recroiser très bientôt, aucun doute là-dessus. Jacques, merci infiniment. Ça a été un honneur. Merci de ce partage avec les personnes qui étaient connectées. Ça fait du bien d'entendre ces paroles. Malheureusement, je pense que dans le ping-pong d'aujourd'hui, on les entend pas assez. C'est pas forcément ce que j'entends dans les compétitions de la part des entraîneurs. C'est pas forcément ce message-là que j'entends. Alors après, chacun est libre d'entraîner comme il le souhaite, mais je pense plus de bienveillance, comme les paroles que tu viens de donner. Je pense que le ping-pong s'en sortirait encore mieux. Voilà. Donc merci pour ce partage. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis comme je dis toujours, vive le ping, partagez ping, mangez ping, buvez ping, mais du moment que vous faites plaisir, c'est le plus important. Et quand on fait du ping-pong, ça peut être que sympa. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Et merci pour ton investissement. Merci. Bonne soirée à tous et à bientôt sur DigiPing. Vous pourrez voir cette émission en replay donc tout de suite après la fin du live sur Facebook. Vous pourrez aussi voir le replay sur YouTube ou sur DigiPing TV. À bientôt les amis pongistes, très bonne soirée et vive le ping. Salut. Salut.